La Crète possède de nombreux sites aux richesses insoupçonnées, d'ailleurs en lien avec d'autres territoires insulaires de la péninsule et géo-anatolienne. L'un des objectifs de notre présentation est donc de donner plus d'informations à ce sujet. Il s'agit également de collecter le plus de matériel photographique de qualité sur ces fouilles et les objets minoens découverts, ainsi que les lieux exacts de culte crétois. Un projet qui est donc en cours de réalisation. So, as said previously, the importance is to collect photographical material on one hand, but also to check the different locations regarding the origins of Minoan civilization. Maintenant, passons aux équipes archéologiques et leurs objectifs. Alors, de tout temps, depuis le début de la discussion de la civilisation égéenne, on a eu des équipes britanniques, on a eu des équipes françaises, on a eu des équipes helléno-crétoises, on a eu des équipes allemandes, des équipes italiennes, puis d'autres nationalités. Alors, we will start with the British teams, les équipes britanniques, non pas parce que la Grande-Bretagne serait plus importante que d'autres pays, mais en raison de la chronologie. En raison de la chronologie, puisque les Anglais ont été parmi les premiers à se trouver sur le territoire crétois en ce qui concerne l'archéologie. Bon. Et donc, à ce sujet, la fin du 19e siècle va être un grand tournant dans les recherches archéologiques en Crète, puisque cette période est celle de la fin de la domination ottomane sur l'île. Or, en mars 1900, après des achats importants de terrains situés autour de Knossos, Sir Arthur Evans, accompagné de ses collègues David Hogarth, Christian Dull et l'architecte Theodore Fife, vont effectuer les plus grandes recherches archéologiques de la période, et cela va modifier en profondeur notre perception du monde crétois pré-hellène. Je profite pour dire que nous reviendrons sur les circonstances des excavations de Knossos, puisque le premier vrai archéologue qui s'en est occupé est évidemment l'archéologue grec Minos Kalokarinos, et donc on reviendra sur cette question de l'arrivée de l'archéologie en Crète. Bon. Mais il est essentiel de se rappeler les travailleurs et travailleuses grecs, ainsi que d'autres spécialistes qui ont œuvré sur ces chantiers pendant des mois, et qui ont accompli, bien sûr, de grands exploits, étant donné l'ampleur du site minoen. Bon. Alors, speaking of the British teams, let's see one of the elements we need to work on with the British excavation teams in Crete. Alors ici, j'ai trouvé un magnifique projet qui est soutenu par l'Ashmolean Museum d'Oxford et de l'University of Bristol, par Madame Renée Trepanier. Et donc, cette personne, n'est-ce pas, a décidé de créer un projet qui est très proche du nôtre, puisqu'elle va travailler sur l'ensemble du matériel photographique et d'archives des fonds de Sir Arthur Evans. Alors, je peux vous dire que j'espère que cette personne est au même point heureuse de pouvoir avoir ce genre de document que je le serai, parce qu'elle a accès à du matériel unique, et en particulier au niveau des sources écrites des fouilles effectuées sous la direction de Sir Arthur Evans. Et comme j'ai expliqué, nous pouvons espérer qu'elle en effectuera une jolie base de données. Mais en attendant, nous allons essayer de montrer ce qui peut en être fait. Bon. Pour ceux qui seraient intéressés, j'ai mis la référence du projet. Donc, c'est glam.ox.ac.uk, Creating the First Europeans. Ça, c'est le projet en cours. Et donc, voici une photographie très importante, a very important photograph, with Sir Arthur Evans, Theodore Fife et Duncan Mackenzie, et qui se trouve juste à côté du palais de Minos, d'accord, à Knossos. Ici, c'est à peu près en 1901. Voilà. Et cette photographie, elle est importante parce qu'elle résume très bien les propriétés, les propriétés qui se passent au tout début des excavations britanniques officielle, n'est-ce pas? Puisque sous Arthur Evans, on commence l'excavation officielle britannique en Crète. Voilà. Et puis, vous pouvez voir ici un superbe pithos, bien sûr, un excellent pithos en parfait état de conservation, et puis quelques autres vases. Voilà.
Et ceci fait partie des fonds d'archives d'Oxford. Bon. Ensuite, on passe à la de suite. Alors ici, j'ai pu trouver un excellent plan, a very beautiful detailed plan of a Minoan dig site in Knossos. Et vous remarquerez que donc à l'époque, évidemment, ce n'était pas encore présenté comme le site de Knossos, mais plutôt comme une série de différents petits palais et autres dépendances, et notamment la partie concernant Gipsades. Et donc ce plan est extrêmement intéressant parce qu'on comprend bien la façon dont les fouilles ont commencé, c'est-à-dire autour de la partie centrale et petit à petit en remontant de chaque côté autour de la vallée présente sur Knossos. Well then, I decided it was important to see how white and black photographs are very useful in photography. Et donc actuellement, à l'ère du tout en digital, il est rare de trouver des personnes qui apprécient la beauté et la profondeur des clichés noirs et blancs en archéologie, mais cependant, les contrastes en sont plus accentués, et cela peut aider à distinguer des détails assez inhabituels. Nous avons pu trouver un projet original et touchant en lien avec l'Écosse, qui est très proche, en l'occurrence, au point de vue de la qualité archéologique, et donc M. Terry Summer a réutilisé du matériel photographique de son grand-père, qui était médecin vétéran des forces américaines durant la Seconde Guerre mondiale, et il est revenu sur le site archéologique donc de East Lomond en Écosse. Well, here you can see the result. So these are authentic black and white photographs of East Lomond in Scotland. Et comme vous voyez, on voit que la forme de l'hôtel en pierre, n'est-ce pas, est très proche des hôtels que l'on peut voir dans les zones centrales des palais minoens. Alors ici, je vous en ai copié un exemple ici, parallèle crétois avec Knossos, avec la cour ouverte, le pylône de soutien, et puis on voit à l'arrière-plan, justement, l'hôtel, n'est-ce pas, qui se trouve à l'intérieur de la zone d'habitation. Donc un exemple très intéressant. Voilà. Il va sans dire que j'aurais aimé encore faire plein d'autres photographies, but that's the main problem, which means that most photographs, yes, they are kept in archives. So it's not so easy to actually find photographs, especially old photographs. Maintenant, les équipes françaises. En ce qui concerne les équipes archéologiques françaises ou de langue française, il y a encore beaucoup de travail à faire au sujet des clichés anciens de fouilles en territoire égéen, mais donc on peut observer, excusez-moi, voilà, qu'il y a une étude très bien faite qui nous présente l'ensemble du sujet sur l'archéologie méditerranéenne. Donc, je vous ai mis ici le livre en question, donc de Books Open Edition. On en reviendra d'ailleurs parce que je vais reparler de cet ouvrage très prochainement. Et donc ici, j'ouvre le chapitre des archéologues, restaurateurs et restauratrices. Because obviously it's not just about archaeology, it's also about restorating a specific material. Et donc, une dynastie en particulier mérite notre attention, et c'est la dynastie donc des Gilleron, Émile Gilleron, père et fils, n'est-ce pas, qui travaillèrent d'abord en Crète, puis ensuite sur Athènes, pour restituer et reproduire des objets mycéniens et minoens qui avaient transité par le musée d'Héraclion entre 1894 pour côté France, 1894 version suisse, et 1929. Et ces copies, donc, elles nous sont très utiles parce qu'elles nous permettent de trouver assez rapidement quels étaient les originaux minoens qui ont été copiés à ce moment-là. Bon. And then, I wanted to show one example, un exemple intéressant. C'est un super moulage du Ritone de Knossos, un moulage qui a été fait donc en armature métallique, qui a été créé entre 1905 et 1910 par la famille des Gilleron, et puis qui est conservé au Musée d'Archéologie nationale, donc en France, bien sûr, à Paris, à Saint-Germain-en-Laye, et donc au Musée national d'Archéologie nationale, 53 347. Et donc, de là, attendez, non, ça c'est, je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, j'ai pas besoin de ça, pardon. On peut passer au passage important, c'est-à-dire the situation, yes, of first dig sites in Crete, and in particular in Knossos. Alors, vous permettrez que je cite
une partie d'un ouvrage qui est très bien fait sur la question, parce que ça permettra d'éclairer le tout. Donc déjà, en 1878, M. Kallocaïninos avait découvert à Kefala, n'est-ce pas, le futur site de Knossos, les céramiques semblables à celles de Mycène. Et l'idée était alors venue, et à Schliemann le premier, qu'il allait falloir chercher en Crète le centre de la civilisation dite mycénienne. L'exploration archéologique de l'île, elle, remontait à 1835, et en particulier à l'anglais Robert Pashley, suivi en 1857 par G. Perrault et Le Tenon, tous les deux membres donc de l'école française d'Athènes, qui avaient envoyé au Louvre le premier fragment des lois de Gortine et constaté que la plus ancienne ville de la Crète antique, Knos, n'avait, selon eux, pas laissé de ruines. Évidemment, il faut un petit peu développer le contexte. Suite de la citation. En 1878 encore, un autre membre de l'Institut français, Bernard Aussoulier, accomplissait 2 missions sur l'île, puis une troisième en 1879. Il allait être le premier à signaler en 1880 les vases mycéniens recueillis par M. Kallocaïrinos à Kefala, et qu'il avait retrouvé d'autre part de nouveaux fragments des lois de Gortine. L'année suivante, W.G. Stillman, diplomate et journaliste américain, allait obtenir l'autorisation de fouiller à Knossos. Il relevait des murs inscrits de caractères étranges et affirmait, selon lui, que c'étaient les vestiges du fameux dit labyrinthe. Il relevait à la fois l'écriture syllabique du crétois et le palais mycénien. Quant à l'allemand Michael Mischhofer, il voit donc dans les caractères crétois les formes du culture dite première, ce qui attesterait que la Crète pourrait bien avoir été le siège de la plus ancienne civilisation du monde hellénique. Alors ce passage qui est très bien écrit vient de l'ouvrage de Ève Grand-Emmerich, intitulé Les chercheurs du passé, depuis 1798 jusqu'à 1945, aux sources de l'archéologie, avec une préface de Jean Leclan, et en l'occurrence ici c'est le chapitre 6 pour l'archéologie classique et la préhistoire de l'Orient, 1885 à 1918. I gave this quote because actually it's a very interesting insight about how archaeology started in Crete. However, malgré tout, ce n'est pas entièrement complet. Puis on va y revenir. Alors passons justement aux équipes helléno-crétoises. Eh bien évidemment, il y a eu de nombreuses équipes crétoises actives sur les sites minoens, et ce, depuis la fin de l'ère ottomane. Alors le plus célèbre d'entre eux fut M. Kallocaïrinos, on y a déjà fait allusion, qui a été le réel premier découvreur de Knossos à partir de 1878, mais il est assez regrettable qu'il manque d'études à ce sujet. Mais dans notre cas, on a décidé d'y travailler. Car en effet, les équipes crétoises et hellènes en particulier sont mieux mentionnées que d'autres nations, et donc ce serait moins mentionnées, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu mettre moins mentionné, excusez-moi, ça c'est le contraire. Ah, j'avais écrit moins et puis il m'a écrit mieux, donc elles sont moins mentionnées que d'autres équipes, n'est-ce pas? Donc voilà. Oh. Et donc, je vais continuer par la suite avec Minos Kallocaïrinos entre 1843 et 1907. Et donc, cet archéologue d'un immense talent qui malheureusement va perdre sa collection lors des répressions ottomanes le 25 août 1898. Alors là, ça vaut la peine d'expliquer un petit peu le contexte. Il faut expliquer le contexte, c'est-à-dire que le pauvre M. Kallocaïrinos avait sa collection proche, n'est-ce pas, du site de Kefala. Et puis à ce moment-là, les Crétois étaient entrés en révolte contre l'Empire ottoman. Et à cause de cela, les armées ottomanes ont décidé de faire un petit peu des visites surprises, n'est-ce pas, dans les villages. Et malheureusement, la maison de M. Kallocaïrinos se trouvait dans la même région. Et donc malheureusement, presque toute sa collection a été perdue dans un incendie à cause de cela. Ce qui est extrêmement triste pour nous, parce qu'évidemment, il y a des centaines d'objets qui appartenaient, qui ont disparu. Et voilà pourquoi c'est important, parce que qui dit M. Minos Kallocaïrinos parle aussi du début de l'exploration crétoise de son propre passé. And this is for me a very important topic, which means how Cretan people explore their own past. Yes, this is a very important aspect. Maintenant, les équipes allemandes. Alors, en ce qui concerne les équipes allemandes, ayant travaillé en Crète et à Chypre, n'est-ce pas, avant la Première Guerre mondiale, il reste encore beaucoup à étudier. Cependant, on a trouvé 4 structures et personnages fort importants.
Le premier, il s'agit de l'archéologue Ferdinand et représentant de la Prusse, Ferdinand Dümmler, 1859-1896. Ensuite, les institutions des musées royaux de Prusse à Berlin. Ensuite, Richard Schröder, de 1840 à 1922. Et finalement, Paul Schröder, le consul général allemand pour la Syrie en 1905. Et en l'occurrence, c'est important puisque M. Paul Schröder sera responsable de la gestion des, différents, des différents dossiers, n'est-ce pas, pour la Crète. Voilà. Bon, ça c'est point général. Alors, ça arrive, mon ordinateur parfois il est fatigué, c'est pas grave. Voilà, ici. Alors, voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien la photographie? Oui. Oui, bon, alors c'est bien, c'est déjà quelque chose. Donc, lié à cela, on a une très importante photographie, c'est donc l'ensemble de l'équipe allemande archéologique qui était active, en l'occurrence ici à Chypre, mais qui avait aussi des contacts avec la Crète, n'est-ce pas? Et ici, on voit l'ensemble de l'infrastructure archéologique allemande. Autrement dit, les équipes consulaires, les archéologues et puis les instances, bon, en l'occurrence ici, c'est du côté syrien, mais aussi côté Chypre et Turquie. Et ça, c'est une partie qui sera très importante par la suite entre Allemands et Crète, notamment Seconde Guerre mondiale. Maintenant, les équipes italiennes. Alors, du côté italien, il y a une immense documentation d'archives et de photographies qui attendent les bras ouverts, n'est-ce pas? Donc, les chercheurs et chercheuses afin de pouvoir les mettre à jour. Et en l'occurrence, on aimerait porter votre attention sur une mission archéologique, celle dirigée par Federico Halbherr, entre 1857 et 1930, qui va être installée en Crète à partir de 1899 et qui va fonctionner comme un centre important de l'influence italienne en Méditerranée. Et l'école italienne d'archéologie Hélène, justement, qui va être ouverte à Athènes à partir de 1909. J'en veux pour preuve à nouveau l'ouvrage de Madame Ève Graine-Emmerich, Les chercheurs du passé, mais cette fois-ci chapitre 7, Archéologie méditerranéenne et archéologie métropolitaine de 1918 à 1945. Now, les principales découvertes et évaluations. Alors, il est essentiel de collecter, évidemment, plusieurs sources de données concernant le niveau archéologique, mais aussi au niveau comparatif, afin de mieux comprendre l'étendue des agglomérations minoennes et l'impact des cultures régio-anatoliennes dans l'ensemble de la Méditerranée. Il importe aussi de prendre contact avec les musées compétents et collectionneurs pour éclairer plusieurs aspects de la civilisation crétoise et pré-hellénique, qui d'ailleurs a eu un certain nombre de contacts avec d'autres régions du monde, notamment l'Égypte et le Levant. Maintenant, je vais revenir à la suite. Donc, on était ici. Maintenant, on peut passer au palais minoen et les autres édifices cultuels. Alors, une liste exhaustive reste encore à être faite, mais le travail principal est déjà en cours sur Phaistos, Malien, Zakros et Syrtos, ainsi que Knossos. Il serait d'ailleurs intéressant d'y ajouter les autres sites plus montagneux de Crète, ainsi que les parties côtières. Ça, c'est important parce qu'on y reviendra sur l'importance, justement, l'importance des sites côtiers au point de vue maritime. Voilà, pour la Crète. Ensuite, ce que j'ai intitulé le matériel indigène et au-delà de léger, j'entends par là l'exploration d'objets strictement égéocrétois et ceux manifestant des traces d'importation, comme par exemple le cartouche pharaonique d'un roi égyptien de la 14e dynastie. Il est aussi utile d'effectuer des analyses comparatives sur les objets funéraires tels que les larnaques. This is a very important topic, of course, because Crete has always been connected with Egypt and other places, and obviously the funeral and cultural material is a mixture of different cultural contacts. Maintenant, sur le lexique et les points essentiels pour les futures recherches, alors nous espérons qu'on a pu éveiller l'esprit de nos collègues à travailler sur ce thème qui dépasse de loin la philologie crétoise ou même hellénique, et nous travaillons actuellement à une collecte de mots minoens permettant de localiser plusieurs endroits actuels du monde égéo-égyptien. Maintenant, je passe
au catalogue photographique. Alors, comme vous le constatez, vous comprendrez que de nombreux clichés fort importants sont encore en réserve. Voilà. Et donc, il faut procéder à un tri sélectif visant à étendre le catalogue complet des sites archéologiques grecs, minoens et latins de la Crète insulaire et des îles l'entourant telles que Terra, Kea ou Milos. De ce côté, il faudrait établir des connexions plus détaillées avec les équipes y travaillant. Maintenant, la question de la Première Guerre mondiale et de ses impacts en Crète. Alors, il va sans dire que la Crète était un objectif stratégique de la Première Guerre mondiale, mais en raison de conflits internes en Grèce et des troupes politiques entre les partisans des deux camps, la Crète se trouvera entre deux feux. Heureusement, elle sera plus ou moins soutenue par les forces françaises qui, à ce moment-là, soutenaient le Premier ministre pro-allié, qui était en fort conflit avec le roi Constantin Ier, et donc ce grand ministre Elefthérios Venizelos, qui avait proclamé un gouvernement de défense nationale, même si ce soutien était surtout vu comme un levier contre les alliés de l'Allemagne. Autrement dit, la Crète va être protégée partiellement par la France et l'Angleterre, mais seulement en réponse contre l'Allemagne. Mais ça aura un impact, bien sûr, sur son archéologie. Maintenant, la place de la Crète dans le renseignement militaire durant les deux guerres. Very important topic about Crete and military intelligence between both wars. Un sujet donc qui nous passionne et qui mériterait de plus amples études. Nous y reviendrons d'ailleurs un peu plus tard dans un autre volet que je veux présenter sur les activités du renseignement britannique en Crète entre 1925 et 1945. D'ailleurs, vous le verrez en lien avec les archéologies minoennes, notamment avec Sir Pedenbury, mais aussi d'autres personnes. Évidemment, il y a l'aspect de la Deuxième Guerre mondiale, mais l'aspect de la Deuxième Guerre mondiale en Crète, il est absolument passionnant, mais assez complexe, parce que d'abord, l'Allemagne a malheureusement occupé la Crète à partir de 1941, et puis ensuite, il y a beaucoup encore de documents qui restent à être présentés concernant la résistance grecque en Crète et bien sûr les conditions des fouilles en Crète durant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est un sujet que j'aime beaucoup et que je considère qui mérite d'être étudié. Et d'ailleurs, je suis en train de faire un petit projet en lien avec le SOI et l'archéologie entre Crète et Grèce avec une très gentille collègue grecque qui s'appelle Madame Aphrodita Kamara. Voilà. So that's about the part of Crete with World War II. Maintenant, l'impact et les recherches dans le passé et actuellement. Alors, la découverte d'objets de cités pré-helléniques en Crète et dans les régions continentales de Grèce méridionale va changer diamétralement la perspective que l'Europe avait du monde égyptien et anatolien durant l'âge du bronze. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on constate que la Crète, c'est une porte sur l'Anatolie, Chypre, le Levant et l'Égypte. Les souverains et souveraines crétois avaient une grande intelligence stratégique et commerciale, en témoignent les textes de Marie et les tombes égyptiennes au sujet de Keftiu, un des noms en lien avec la Crète minoenne. Il est donc essentiel, à notre avis, de relire les inscriptions funéraires et parois d'expéditions autour de la Grande Verte, n'est-ce pas, ou Djahour en égyptien, autrement dit la Méditerranée, pour collecter des informations fort importantes. Et enfin, n'oublions pas les rares mais utiles textes en hittite sur Chypre, à la Sia, et les autres textes rédigés en akkadien à Amarna. Maintenant, j'aurai les échanges commerciaux et maritimes entre Crète, à mi-chemin entre Occident et Orient. Et donc, les navires que l'on observe à Akrotiri sont la preuve d'un savoir-faire exceptionnel en construction navale. De plus, les listes de denrées retrouvées à Achaea Triada, notamment, témoignent de produits importés tels le sésame, le crocus et d'autres plants rares. Voici une belle image, bon, légèrement un petit peu déformée malheureusement, mais des navires crétois, n'est-ce pas, que l'on peut voir auprès d'Akrotiri. Et donc, voilà pourquoi je finis par la dernière partie, donc les conclusions. Conclusion, c'est que donc il est essentiel de tout faire pour collecter le maximum de données sur les fouilles archéologiques crétoises actuelles et passées, et effectuer également un lexique comparatif par site et personnel archéologique. Nous souhaitons que notre courte, mais je pense pertinente présentation a pu donner des idées intéressantes à ce sujet. Maintenant, il y a les sources de référence, alors il y en a beaucoup dans mon cas, mais j'ai fait une petite sélection qui, à mon avis, est utile.
La première, Tauro Koro Studies in Mycenaean Text, Language and Culture, qui avait été édité en l'honneur du professeur José Luis Melena Jiménez, et qui est, à mon avis, la meilleure base de données sur les textes en linéaire B et A en lien avec Crète et Mycène. Ensuite, on parlait du SOI, de la Crète et des opérations militaires. Eh bien, Patrick Leigh Fermor, Abducting a General, the Kuiper Operation and SOI in Crete, des John Murray Publishers. C'est un excellent livre qui apprend beaucoup de choses sur l'archéologie en Crète durant la Seconde Guerre et les réseaux de résistance. Ensuite, Ralph Surskin and Michael Smith, The Bletchley Park Code Breakers, by Publishing Limited, 2011. Ça, c'est un livre absolument essentiel. Alors, ce livre-là, évidemment, il est plus centré sur Bletchley Park que sur la Crète, mais il y a énormément de paragraphes sur la Crète et la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un livre que j'ai beaucoup utilisé. Et puis, finalement, bien sûr, les publications, en attendant d'avoir accès aux archives de Sir Arthur Evans, les Scripta Minoa, les 2 volumes, bien sûr, mais en particulier le 2e, en lien avec les tablettes en linéaire B d'Oxford 1952. Et je finirai par les remerciements. Alors d'abord, mes immenses remerciements à chère épouse et à Léon pour leur aide et soutien qui me donnent de grandes forces. Ensuite, gratitude à mon professeur, M. François Motta, qui fut le premier il y a bien longtemps en arrière, hein, c'était en 1999 ou 99, version française, à nous motiver au gymnase à prolonger notre curiosité intellectuelle, le C, je l'avais écrit, mais il n'est pas resté, en lien avec le linéaire B et A. Et puis, un grand merci à Félix Hucher, bien sûr, professeur Antonio de Freitas, qui a réussi à nous écouter aujourd'hui. J'espère que M. de Freitas a été très heureux de sa présentation, et la Societas Anatolica. Voilà, j'ai fini pour la présentation pure, et maintenant, je suis à disposition pour les questions. Voilà. And thank you, of course, for your attention.